François, bon, les carnets. Alors, c'est au jour le jour et en ce moment-là, depuis quelques temps, c'est faire de la place. Besoin. C'est même pas physique, parce que physique, tu peux travailler dans une grotte de livres jusqu'au bout, là, comme les images qu'on fait là, avec les trucs d'application générative. C'est plus mental. Se fabriquer de l'air. Se fabriquer de l'air, parce que c'est pas de mettre les livres que tu as ici, de les mettre ailleurs. Tu peux avoir une bibliothèque de ci, là, qui est dans le couloir, une bibliothèque de ci, là, qui est dans le garage, une bibliothèque de ça, qui est là, dans le sous-sol, tout ça, mais ça fait que tu élargis la grotte, mais ça reste encore plus une grotte. Donc il y a vraiment besoin d'expulser, et ça se fait, mais ça se fait bizarrement parce que tu le fais pas avec la réflexion. C'est-à-dire tu déplaces quelque chose, tu fais des tas de stand-by, des tas qui vont elles-mêmes, parce que ça va rester dans ce tas pendant 4-5 jours. Est-ce que tu les emmènes au stockage? Est-ce que tu t'en débarrasses dans les boîtes à livres quelconques? Et il faut une espèce de temps de tri, et rétrospectivement, c'est là où tu commences à réfléchir. Après, par exemple, il y a une étrange catégorie de livres qui sont les livres que tu gardes. T'as beau, par exemple, Adorno. Il y a des tas de choses d'Adorno que j'ai pas ouvert depuis 1980, ça va faire 40 ans. Mais je me vois pas me débarrasser d'Adorno. C'est-à-dire que cette petite vibration-là que tu as eue par le premier accès, là, la vibration, elle, tu l'as toujours à distance. Cette preuve matérielle qu'est le livre, de quoi est le dépôt? Le dépôt de mémoire, ça vaudrait aussi avec Ernst Bloch, Héritage de ce temps. Quand je le lis maintenant, ça me tombe des mains. Bon, c'est pas, y a rien d'instance de jugement, donc je pourrais m'en débarrasser. Et une drôle de catégorie de livres, c'est donc celle-ci. C'est les livres que tu gardes parce qu'ils représentent pour toi, par cette espèce de vibration, une gamme de possibles d'écriture qui compte là comme vocabulaire de forme pour ce que tu es en train de faire. Alors même que le livre source, t'as pas forcément de retourner y voir. Et aujourd'hui, comme ça, je voulais parler de Nicholson Baker. Alors, Nicholson Baker, pour moi, c'était octobre 2009. C'est l'année où on était au Québec toutes les semaines. Le lundi, je me retrouvais à Montréal, à l'UDEM. Celui qui on discutait le plus, c'était Benoît Melançon. Benoît, on parlait des schnoz, je pense, un matin, parce que c'était un petit peu son dada, là, de travailler sur Jean. Il me dit, mais est-ce que tu connais Nicholson Baker? Non, je ne connaissais pas Nicholson Baker. Bon, quelques jours, ou une autre semaine, à Montréal, toujours dans cette grande rue là, qui fait que la rue centrale du vieux Montréal, il y a la grande librairie anglophone. C'était un plaisir d'y aller, parce que pour moi, ne serait-ce que les typographies, toujours... Et puis, c'est un continent que je ne connaissais pas. Donc, je vais voir, ordre alphabétique, j'en ai parlé pour Martha Bailly, et donc je cherche Nicholson Baker. Le livre, c'était The Mezzanine. Je l'achète, et ce que je l'ai lu tout de suite, là, dans les 3 heures de bus pour revenir... Voilà, La Mezzanine de Nicholson Baker, depuis 2009, et pourtant il y en a eu des transbahutages et tout ça, toujours resté là avec moi. Alors ces jours-ci, je l'ai recommandé, 10-18, parce que, bon, j'ai donc lu en anglais, c'est juste là, ces jours-ci, si tu le lisais en français, qu'est-ce que ça change? Pour moi, ça m'est assez indifférent de lire en anglais ou en français. Mentalement, il y a même quelque chose qui... Tu fais pas trop la différence. C'est assez étrange, parce que ça c'est pas venu comme ça tout seul. Alors évidemment, il y a des choses comme Connelly, Gresham. Là, j'ai besoin, parce que ça entraîne l'anglais, ça te fait voir des mondes très concrets. Et puis, si c'est Stephen King, par exemple, je le lis toujours en anglais, et c'est important, mais quelquefois c'est compliqué, et la lenteur, le ralenti dû à la difficulté de langue, là ça peut être préjudiciable. Le comble de la lenteur, c'est Lovecraft, quand tu le prends phrase après phrase, parce que là en ce moment je suis en train de traduire The Case of Charles Dexter Ward. Bon, une phrase devient 1 heure de travail, mais encore quelquefois, t'en faut plus.
Il y a des choses que j'arrive pas à lire en anglais. Virginia Woolf, je cale très très vite. Henry James aussi. Baker, j'ai pas eu ce problème-là. Et pourtant, les problèmes commencent tout de suite au titre. Medicine, c'est-à-dire, si tu as fait un peu de voyage là-bas, de l'autre côté, c'est que ces petits malls, il y en a partout, quelquefois même maintenant, ces malls, là, ils sont dépassés par les nouveaux trucs, les nouveaux machins, même à Montréal, c'est beaucoup plus moderne, mais il y a toujours eu ce même schéma, c'est-à-dire que là, nous, ce qu'on appelle le rez-de-chaussée, les trucs de bouffe, les trucs de service, et puis tu as un étage, et à l'étage, c'est beaucoup plus, ça va être des bureaux, ça va être des trucs, ou d'autres fois encore, mais des restaurants où tu restes plus longtemps. Donc en tout cas, il y a une stratification qui était très étudiée. Je me rappelle le livre de Michel Lusseau, Hyperlieu. C'est à quel moment, là, est venu l'air conditionné, et comment l'air conditionné a fabriqué l'architecture de ces espaces marchands. Et l'air conditionné, c'est venu d'où ? C'est venu des usines qui fabriquaient le gaz moutarde pour la guerre 14-18, qui se sont reconverties, etc., etc. Tout ça, c'est passionnant, passionnant. Sauf que quand tu es aux US ou au Québec, là on est aux US avec Nicholson Baker, on dit pas rez-de-chaussée, on dit étage 1, niveau 1, et puis tu dis pas premier étage, tu es déjà au deuxième. Donc, mezzanine, nous, on n'utilise pas. Tu utilises ça dans les appartements, dans le privé, ces espèces de petites choses que tu fais à l'intérieur d'une pièce très haute. Mais j'ai jamais vu utiliser mezzanine pour un truc de supermarché. Et donc, je reprends mon mezzanine qui était toujours resté là. C'est-à-dire, c'est une présence fixe, alors que depuis octobre 2009, si je l'ai pris, je l'ai refeuilleté, c'est des trucs d'atelier d'écriture. Nicholson Baker, j'en ai lu d'autres. Box of Matches, une boîte d'allumettes, moins intéressant, mais il y a d'autres choses plus courtes aussi sur l'écriture. Là, ça m'intéresse vraiment, comme Annie Dillard d'un autre côté. Et je l'ai racheté en 10-18. Alors, évidemment, c'est ultra fastoche. Celui-ci, est-ce qu'il vient d'une bibliothèque? Non, il n'y a pas de cachet, mais ce qui est dingue, c'est que tu vois, mars 1993, il a exactement 30 ans, achevé d'imprimer sur les presses de Cox and Wyman Limited, Angleterre. Il a 30 ans exactement, il n'a pas bougé. Mezzanine, ça a été écrit en 1986, le premier copyright. Lui, Nicholson Baker est né en 1957, il a 4 ans de moins que moi. En gros, on est quand même de la même génération. Donc, 57 moins 86, il avait à peine 30 ans. Et c'était traduit en Francis Julliard en 90, et donc repris en poche 18, 30 ans plus tard. Mais moi, 10-18, tu comprends, c'est mon histoire. Et même ces graphismes de couve, là, tu vois, pour une fois même, je pense que qu'est-ce que ça tenait la route, quoi. Je l'ai relu justement pour le relire en oubliant la langue et juste sur ces questions de rythme et de non-linéarité. Il s'agit de quoi, Nicholson Baker, et pourquoi ce livre-là me tarabuste à ce point-là? C'était le truc, là, justement, Benoît Mélenchon, c'est ce qu'il m'avait dit. Il dit, tu connais pas ce bouquin, ça se passe sur un escalator. Ah bon? Ben oui, tu vois, dans ce moindre, les malls, les supermarchés, tu passes là, alors je sais plus comment lui il dit rez-de-chaussée, parce qu'il parle français, évidemment, bien mieux que moi, 18e siècle. Il dit, tu montes à l'étage, tu dis pas rez-de-chaussée, mais c'est fait que tu dises tu montes à l'étage, et tu es sur un escalator, tout le livre sera là. Ah bon? Et puis c'est vrai. C'est-à-dire que tu rentres dans le livre, je vais vous lire le premier chapitre, les premières lignes. Tu commences à grimper l'escalator et tu arrives au chapitre 12. Tu es en haut de l'escalator, tu as monté un étage. Et entre-temps, tu as 150 pages. Oh! Alors.
Alors t'imagines même, j'aurais pu prendre le bouquin, mettre la vidéo là, en mettant le truc en vue plongeante, le trépied, là, dans un supermarché quelconque, une gare quelconque, j'aurais prévenu les gens, attendez, laissez-moi, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 3 minutes. Puis je l'aurais monté à contresens. Oh, qu'est-ce qu'on aimait faire ça, monter à contresens, si t'accélères, hop là, tu vas un peu plus vite que lui descend, etc. Et là, j'aurais eu le temps de faire ma vidéo tout en montant à l'escalator. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est un prodige formel? Ben, même pas. C'est... allez, je vais dire l'histoire. Ce monsieur, narrateur, est employé dans un bureau. C'est la pause déjeuner. Tu vas descendre, aller acheter un petit machin de lait, et puis au CVS, tu sais, alors c'est ces machins où tu trouves des drogueries, pharmacies, quincailleries, enfin, il y en a partout des CVS. Et on est habitué à ça, mais tu as aussi un petit rayon de bouffe, de sandwich, de machin comme ça. Et puis le grand événement, ce sera qu'à la caisse. Et il dit de mettre, tiens, t'emmènes pas ta bouffe, là, comme ça, tu la montres pas à tout le monde. Ça aussi, on va en parler. Donc, la bouffe, elle est dans un petit sac en papier blanc. Quand, à la caisse, il dit, vous voulez le ticket? Non, mais peut-être vous pourriez me donner le sachet. Oui, je vous donne le sachet. Et ça y est, on y est, dans Nicholson Baker. Et puis, là, quand il remonte vers son bureau pour aller se faire son petit casse-croûte, voilà qu'il ne se souvient plus de ce qu'il a dans le petit pochon de papier. Ah, bon, c'est bref, puis de toute façon, c'est pas grave, mais tu vas pas ouvrir ton truc pour voir qu'est-ce donc que j'ai acheté aujourd'hui. Et puis en même temps, tout ça, ça va se déplier. Ce qu'il a acheté, puisque c'était au CVS, c'est pas des trucs qui sont très bons, mais c'est un truc que quand même, il utilise parce que ça lui rappelle tel souvenir de telle période quand il était étudiant, que c'était pas cher et que ces espèces de donuts là, c'est pas terrible franchement, mais toi, tu as une histoire peut-être avec eux. Et voilà, tu vas rentrer progressivement dans l'enfer, le temps que, en 150 pages, ton escalator te grimpe d'un étage. Le tout début. Il était presque 1 heure lorsque j'entrais dans le hall de l'immeuble où je travaillais, que je pris la direction des escalators. Je portais un livre de poche noir de chez Penguin, tiens, et toutes les mises en abîme qui vont commencer, et un petit sac blanc en papier de chez CVS dont le ticket était agrafé sur le dessus. Les escalators montaient à l'étage, donc la mezzanine, mais moi je vous dis, dans ma tête maintenant c'est bon, tu vois, je l'aurais appelé Escalator, ce bouquin. Où était situé mon bureau, et même que lui, là, probablement... Alors, c'est une traduction, il n'y a aucun problème, je l'ai lu, c'est Arlette Strumza est là, ce qui dit où était situé, « The escalators rose toward the mezzanine where my office was ». Tu vois, où était mon bureau? Where my office was. Le was est juste à la fin. Où était situé une forme passive. C'est le plus gros emmerdement des traducteurs. L'anglais utilise facilement le passif, et nous, en français, non, ça marche pas. Et là, déjà, là, dès la 5e ligne, au lieu de where my office was, where my office, ou mon bureau. Le était, bon, c'est presque déjà une syncope de fin de phrase, alors que où était situé mon bureau? Non, tu vois, c'est ça qui est c'est nos plaisirs là quand on traduit. Mais bon, c'est pas de la trad dont je veux parler, c'est clean, il y a aucun problème. Hop là, je reprends la première page. Des escalators de type aérien, 2 flèches d'un seul tenant foncent entre les 2 étages qu'elles desservent, sans arc-boutant ni piliers pour supporter leur poids au milieu de leur parcours. Quand il y a du soleil, là cette phrase est dingue. Quand il y a du soleil comme ce jour-là, un escalator provisoire plus escarpé, formé par l'intersection des lumières dispensées par les hauts volumes de marbre et de verre du hall, double le véritable escalator en son exact milieu. La lumière du jour inonde une zone de clarté d'éclat pointu, retombe sur les parois d'acier brossées, rehausse de rayons éclatants, les mains courantes en caoutchouc noir qui, glissant dans leurs rails, conduisent doucement tels les reflets chevauchant la noire circonférence d'un microsillon tournant sur sa platine. Métaphore qui, elle non plus, n'est pas du tout gratuite. Si je prends Mezzanine, on va voir ça.
On sunny days, life is one a temporary steeper accelerator of daylight form. Je ne veux pas lire de l'anglais à voix haute, je suis pas bon. Brushed steel side panels and adding long glossy highlights to each. Tu vois, on est presque dans des phrases entièrement nominales, faites de matière, avec de la ferraille, du caoutchouc. Long glossy highlights, black rubber handrails. Là, tu comprends que, bon, ça se passe quelque chose. Alors, tout de suite, là, peut-être que je peux le montrer. On est à peine rendu là, que déjà, il y a un petit renvoi. Là, tu vois, sur la platine du... ouais, live horizons of black luster that rise undulating outer edge of a LP, donc the long play, donc le disque 33 tours, et tout d'un coup, une note de bas de page. Moi, je l'aime, la consistance de ces reflets sur les bords des objets en mouvement. Ainsi, les hélices du ventilateur de mon bureau, etc. Je traduis à vue de nez. Mais là, hop là, tu as une première page et tu as une note de bas de page de 4 lignes. Et tu passes à la page suivante, ça continue. Et puis là, tout d'un coup, la page elle se divise en deux, puisque tu as en petits caractères, un blanc, une note de bas de page qui, elle, va faire, hop là, 2 pages. Et là, à peine tu as repris que, hop, une petite note de bas de page qui commence ici, celle-ci, elle fait que 5 lignes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout le livre va travailler. Est-ce que c'est en stéréo, comme les disques 33 tours de ces années-là? C'est pas forcément prendre stéréo, c'est que tu as 2 nappes. C'est-à-dire que est-ce que tu lis la note de bas de page s'interrompre, lire une sorte de micro-zoom à l'intérieur et reprendre? Non, c'est comme si tu changeais d'épaisseur ou si tu changeais d'étage. Niveau 1, niveau 2, avec cet escalator en fait, qui s'est découplé à l'intérieur du livre avec l'étage 0, enfin niveau 1 aux US, et puis, qui serait, disons, le niveau 1, ce serait le récit principal, et puis le niveau 2, mais qui est peut-être le basement tout en bas, qui serait cette suite-là d'un double récit. Et là... Alors évidemment, on a ça, nous aussi en France, c'est pas la question, mais quel plaisir de voir ça marcher. Pourquoi ? Parce qu'on est justement dans l'univers simplement du bureau. Et l'univers de bureau, avec cette espèce de truc, c'est qu'autrefois, tu as le cabinet de l'écrivain. Chez Balzac, c'est déjà presque ça. Mais le bureau de l'écrivain aujourd'hui, est-ce qu'ils sont différents de nos ordis ? Bah ouais, parce que c'est pas de la bureautique et du machin, mais globalement, tu utilises les mêmes trucs. C'est pire que ça. On te conditionne en tant qu'auteur à devoir utiliser des outils qui sont pensés, en tout cas, pour la bureautique et pas pour une discipline artistique. Mais c'est pas ça la question, c'est comment la société tout entière a pu se transformer d'une société de production, d'une société d'intermédiation, tout ce continent tertiaire. Là encore, là j'aperçois les livres de mon pote Thierry Beinstengel. Heureusement qu'on en a des livres comme ça, nous aussi. Récemment, cet été, juste à côté de Bastille, je l'aperçois. Chez un bouquiniste, le bouquineux de l'île sur la Sorgue, vous connaissez, 5 € qui vendait ça, avec une super couverture plastifiée. L'employé, Jacques Sternberg, édition de minuit. L'employé, roman, la géométrie dans l'impossible, le délit, la sortie est au fond de l'espace. Livre de Jacques Sternberg, là cette fois chez De Noël, La géométrie dans la terreur, le terrain vague, Entre deux mondes incertains, un autre livre de Jacques Sternberg chez De Noël, et ça c'était chez Minuit en 1958, juste après la modification de Butor et de Godot, etc. Et, donc c'est pas nouveau, ça encore. Tu connais Benoît Melançon, là, l'employé de Jacques Sternberg, là, bien avant le copain Echnoz.
bon, tout ça, on est dans des enjeux qui sont les nôtres. Alors que je baratine pas, puis de toute façon, c'est pas la question. Mais là, le 10-18, moi, je l'ai payé 2,72 €, je crois. C'est pas Recycle le livre ou Momox ou tout ça, c'est ça. C'est juste ça, mes carnets en ce moment. Tu comprends? La bibliothèque se recompose et elle se recompose pour correspondre à ce qui serait pour moi, disons, le stade ultime. Non, mais le stade où tu es débarrassé du monde extérieur et où tu n'as plus à t'occuper que de tes livres. Alors, c'est quoi les grands événements? Les grands événements, si je prends le chapitre 2, il s'aperçoit là sur l'escalator que son lacet gauche est dénoué. Oh, ça peut être emmerdant dans un escalator. Donc, il va falloir s'occuper de relacer sa chaussure. Alors, qu'est-ce que c'est relacer sa chaussure? Tu vas avoir une page sur les gestes des doigts. Les gestes des doigts et la complexité d'apprendre quand tu es enfant à refaire ces gestes de doigts. Et puis, si je prends là, qu'est-ce que c'est je prends chapitre 2 directement. Mon lacet gauche avait lâché juste avant le déjeuner. Ça, c'est de la phrase. Impeccable. Un peu plus tôt dans la matinée, ma chaussure gauche s'était délacée, tandis qu'assis à ma table, je rédigeais une note, mon pied gauche, sensible à sa liberté potentielle, s'était glissé hors de la moiteur du cuir noir. Et la note de bas de page, c'est lorsque j'enfile une chaussette. Vous avez acheté un bouquin pour savoir comment enfiler une chaussette? Ben ouais, mais tout d'un coup, justement parce que tu renverses la chaussette pour la replier par l'extérieur et fourrer l'autre à l'intérieur, les doigts qui font ça machinalement, ça vient d'où? D'où tu l'as appris? Ou qui t'a appris à le faire? Et puis quand tu le fais, ce petit truc, puis la sensation, et... Bah, tu rentres là. Alors, est-ce que c'est là? Tiens, les agrafeuses et les nœuds des baskets qui, eux, sont plus glissants. Je voulais retrouver un petit passage là, justement, uniquement sur le détail des gestes de doigts. Après avoir fini le nœud de secours, et on a déjà rendu chapitre 4. Donc sur la poignée de porte, et puis tout d'un coup, là, tu as une note de bas de page qui fait quasiment une page entière. C'est-à-dire qu'elle commence là, tu n'as plus du tout le texte principal, et ça continue là sur les poignées de porte. Voilà, atelier d'écriture, j'en ai fait, moi, sur les poignées de porte. Donc, je ne retrouve pas le passage là, sur les petits gestes liés une conversation. L'art de lier une conversation sans avec un collègue de bureau. Voilà, comme ça, ce qu'on fabrique. Autres grands événements. Comment il est habillé? J'y vais. Chapitre 7, on est déjà à la page 70. J'avais 23 ans lorsque l'événement se produisit. J'occupais depuis 4 mois mon poste à la mezzanine et je ne possédais que 5 chemises. Je ne pouvais les porter que 3 fois maximum chacune, sauf la bleue, qui faisait encore bonne figure la 4e fois, car je ne la mettais jamais lorsqu'il faisait particulièrement chaud. Les blanchisseries n'acceptaient pas moins de 3 chemises à la fois et les rendaient 4 jours après. Il arrivait donc souvent qu'il n'y eût qu'une chemise accrochée dans la grande penderie sonore lorsque je rentrais à la maison après mon travail. En cette aube de mon âge adulte, un paquet non ouvert enveloppé dans du paquet brun reposait sur une commode. Il contenait 3 chemises propres. J'écartais la ficelle, car ça ne sert à rien d'essayer de la rompre d'un coup de dent aussitôt le matin, ni de trifouiller le nœud rapide mais solide de la blanchisserie. Laissait tomber à mes pieds paquet et ficelle. Jadis, ma mère rapportait... Et voilà. Et on est dans cette machine qui est... c'est une machine à enfermer. Je trouve que c'est plutôt une machine à délivrer. C'est peut-être ça qui est, où il y aurait ce truc d'échéance qui pourrait en sortir. Là. C'est-à-dire, est-ce que tu fais là, de l'anthropologie du quotidien? Bah ouais, histoire du quotidien, Michel de Certeau, etc. Pérec, l'infraordinaire. Nous, on est avec ça. Quand tu regardes d'ailleurs, même là, d'ailleurs, l'Express 1991... Nicholson Baker, surdoué pour le comique social et petit cousin de Pérec et de Queneau. Bah non, c'est pas du comique social. C'est que justement, quand tu rentres à ça, tu retrouves une part d'histoire qui est individuelle, là où la normalisation de la société gomme l'individuel
Bah, y compris parce que tu viens pas au bureau sans ta chemise. Et là, il y a un truc où on n'est pas dans le comique. Il peut y avoir une sorte de connivence, mais connivence avec qui? Avec un employé. C'est quelqu'un qui est anonyme parmi les anonymes, à preuve qu'il remonte avec son petit pochon. Je me rappelle l'heure des pochons. C'est quoi? Tiens, j'avais fait cette résidence sur le plateau de Saclay, là, 2012. Et avec les copains, là, Didier et Michel, on appelait ça l'heure des pochons. À midi, tu les vois tous. Et bon, tu vas à la boulangerie, tu vas au petit machin, tu vas au truc, et tu ramènes dans ton petit pochon et tu reviens à ton espace bureau pour manger ton petit pochon ou ta petite boîte avec la petite salade et puis le petit paquet de carottes crues à l'intérieur. C'est à ce moment-là, dans ce que tu décryptes, que tu retrouves aussi le corps, l'histoire du corps, l'histoire intérieure. C'est qu'est-ce que tu fais dans le gouffre des heures, le gouffre du temps. J'aurais bien voulu retrouver ce petit passage là sur uniquement les gestes de 3 doigts, l'archéologie des gestes de 3 doigts. Quand tu fais un nœud de lacet, vous vous débrouillerez pour le retrouver. C'est-à-dire qu'en gros, tu as 12 chapitres, et que dans les 12 chapitres, tu dois avoir, elles ne sont pas numérotées de 1, etc., puisque la numérotation recommence à chaque page. C'est un choix. Je ne sais pas si dans les Amerlocs, ils ont fait la même chose. Eux, non, ils ne vont pas aller parler de Pérec quand c'est les critiques New York Times, etc. Ils ne connaissent pas. De toute façon, ouais, à chaque fois, eux, c'est pareil. C'est la note de bas de page, elle se réfère qu'à la page, alors qu'en gros, le livre fait des notes de bas de page les plus grands. Alors ensuite, qu'est-ce que tu as? Tu as le truc des chemises, donc. Ah ouais. Alors, tenez. Chapitre 9. Il m'est arrivé de temps en temps de me poser une petite question, peut-être pas très intéressante. L'heure du déjeuner est-elle censée commencer au moment où l'on entre dans les toilettes pour hommes avant de partir prendre son repas, ou au moment où l'on en sort? À la fin d'un des chapitres précédents, j'ai instinctivement écrit « Je fis un pas en direction des toilettes pour hommes, étape préliminaire à mon heure de déjeuner. Vrai ou faux, c'était dans cet ordre que j'envisageais la chose. Le passage dans les toilettes faisait partie de la matinée de travail. Corvée identique aux autres corvées professionnelles dont j'étais chargé. Donc bien qu'elle ne contribuât évidemment en rien au bénéfice de la société, elle participait de mon travail à l'encontre de mon heure entière de promenade et de soleil dévolue à mon seul plaisir, ce qui signifiait que l'entreprise considérait comme justifié de me payer pour aller 6 fois par jour aux toilettes, 3 le matin, 3 l'après-midi. Mon travail était lié et rythmé par ces séjours dans cette chambre de décompression carrelée où j'arrangeais ma cravate, m'assurais que ma chemise était correctement rentrée dans mon pantalon. Voilà, t'as pas. Alors, disons que là, quand ils s'enferment dans les WC, parce que tu vois, chaque élément que tu installes, le petit sac CVS, le lacet de godasse, la chemise, tout ça ensuite devient une permanence et retravaille dans la fugue, dans cette espèce de récurrence globale qu'est le livre. Alors, est-ce que tu arrives à le remonter, l'escalator? Ouais, chapitre 12. Moins d'une heure plus tard, dans la position de George Washington, traversant le Potomac, un pied sur la marche immédiatement au-dessus, une main sur la rampe, je gravissais tranquillement la diagonale entre le hall et ma destination. Le bruit de l'escalator était maintenant indistinct. Je sentais cependant diffusé par les marches le vague cliquetis régulier que je supposais provoqué par l'engagement dans leurs pignons des maillons de la chaîne de traction. Les bruits du hall étaient brouillés, eux aussi assimilés à un bruit de hall universel, comme si chaque claquement de talon était une tache de couleur ajoutée de la pointe du pinceau sur une aquarelle délavée, etc. etc. C'est y arrivé. Et voilà. Partie du rez-de-chaussée. Tu vas monter à l'étage, où sont les bureaux et où tu vas reprendre ton travail. Nicholson Baker, moi j'aurais appelé ce bouquin-là l'escalator, mais trouvez-le d'occasion en 10-18, la mezzanine. Alors moi, est-ce que je vais le relire? Non, je crois que la 2, là maintenant, la trad française 10-18, puis je ne sais pas, il n'y a même pas de nom d'éditeur là-dedans. Si, Vintage.
Eh ben, je vais le garder sans le lire. Mais c'est ma nouvelle bibliothèque. Des livres qui sont le vocabulaire de ton écriture. T'écris quoi, toi? Bah ça, là, ce qu'on vient de faire. Et merci Benoît Melançon. Sans accent, j'ai retenu la leçon.